Bonjour à vous, chères étudiantes, chers étudiants, votre prof, Jean-François Sénéchal. On est rendu, dernier épisode de ce podcast. Ça sent la fin pour ce cours qu'est éthique et professionnalisme. J'espère que vous avez aimé la formule. Écoutez, c'est une formule à distance. On a essayé de créer des liens comme on le pouvait. Je pense que ce podcast-là, ça a pu aider. En tout cas, j'ai reçu quelques commentaires à ce titre, puis ça semble être apprécié de cette façon-là. J'espère que ça vous a aidé un peu à rester en contact, je dirais. J'espère que ça vous a aidé à apprendre. C'est toujours ça l'objectif, essayer de voir comment je peux vous aider à apprendre, comment je peux répéter ici, répéter en classe, répéter dans les textes, puis éventuellement, ça finit par s'inscrire à quelque part dans votre beau cerveau. J'espère que ça va vous aider aussi à avoir une meilleure note. Je pense qu'on est là aussi, mais pas seulement la note, que ça se soit mieux inscrit et de façon plus pérenne, je dirais, dans votre esprit. Chacune de ces notions vues en classe. J'espère que ça vous a aussi permis ce podcast de ressentir un peu la présence de votre prof. C'est tough, la présence du prof à l'université, notamment dans un cours à distance. Vous êtes 185, puis je suis tout seul, des fois tout seul, des fois accompagné, mais le plus souvent tout seul dans ma tour au Félix-Antoine Savard. Donc, de créer ce lien-là, cette proximité avec vous. J'espère que nous y sommes parvenus un peu. C'était l'ambition. Puis j'espère que vous avez aimé le podcast en tant que tel. Écoutez, c'est un podcast de cours, là. Je suis convaincu que c'est pas vous ne seriez pas abonné à ce podcast-là juste pour le fun, là. C'est un podcast de cours universitaire. Là, on parle pas d'humour, de hockey ou de... Je sais pas c'est quoi votre sujet préféré, là, mais j'espère quand même que ça a pu rendre cette relation entre vous et moi un peu plus humaine, parce que c'est ça aussi, enseigner à l'université puis suivre un cours universitaire, c'est d'abord cette relation privilégiée entre un prof et ses étudiants et entre les étudiants aussi. Ne l'oublions pas. OK, déjà quelques rappels avant, quelques plugs, disons-le comme ça, avant de terminer le cours et ce podcast. Déjà, dernier droit concernant le TP2. Écoutez, ça donne rien de crier à l'urgence, là, vous le savez. C'est là, c'est ce dimanche 6 juillet. Soyez travaillants, mais soyez aussi patients envers celles et ceux qui traînent la patte. Il y en a qui traînent la patte. Puis, de mon côté, on va essayer de pas trop traîner la patte non plus. Là. J'ai confié la correction à la fois de mes TP2 et de mes examens à Nicolas. Donc, Nicolas a une très belle tâche de correction à faire. Donc, soyez patient aussi envers lui. Là. Je lui ai donné quelques semaines pour accomplir tout ça. Ça fait partie de son défi. Habituellement, il n'y a pas de retard. C'est jamais arrivé. Ça se peut que ça arrive. Puis si ça arrive, je vous avertirai évidemment. Là, je vous ghosterai pas. Là. Je vous laisserai pas sans savoir ce qui se passe avec votre note puis votre cours. Inquiétez-vous pas. Autre dossier, je vous invite à aller compléter l'évaluation intra-équipe. Vous le savez, dans ce cours, il y avait 2 travaux d'équipe, puis le gros travail que vous êtes en train de faire, là, c'est périlleux en équipe, puis il y en a qui travaillent fort, il y en a d'autres qui travaillent moins, il y en a certains qui ne travaillent pas. Alors, il faut se trouver une façon de vous évaluer entre vous, puis de mesurer la contribution de tout chacun. Je vous invite à le faire. C'est dans la section évaluation de votre TP2. Là, il y a une section qui est prévue pour votre auto-évaluation intra-équipe. Ça vaut 5 points. Si vous le faites, vous avez presque 5 points gratuits, là, à moins que ça soit vraiment mal passé. Là. Puis là, que vous perdez, disons, 1 point, parce qu'il y en a un qui est fâché après vous parce qu'il s'est passé quelque chose. Mais généralement, c'est presque 4-5 points gratuits. Puis si vous attendez, mais là, c'est un peu plus compliqué. Là. Si vous prenez un retard, si vous ne faites pas, autrement dit, cette évaluation-là, vous allez perdre 10% par jour.
ce qui fait que vous allez perdre 0,5 points par jour, puis là, ça peut disparaître assez vite. Donc, faites-le le plus tôt possible, dès que vous avez déposé votre TP2. Sinon, là, vous allez avoir une semaine, la semaine qui suivra le dépôt de votre TP2, là, vous pourrez là aussi compléter votre auto-évaluation intra-équipe. Peut-être le temps de laisser la poussière retomber, puis l'énergie, les points d'exclamation s'effacer avant de vous lancer dans l'évaluation de vos pairs. Donc, prenez le temps de le faire. C'est 5 points presque gratuits. À l'examen, quand vous allez vous pointer à l'examen, lorsque vous allez vous asseoir, si vous vous dites « il faudrait que ça soit ça. » Au moment où vous vous asseyez, il faudrait que dans votre tête, vous fassiez « j'ai-tu fait mon auto-évaluation intra-équipe? » Si ce n'est pas fait, ben c'est pas grave. Terminez votre examen, puis garochez-vous après pour remplir votre évaluation intra-équipe. Sinon, autre point d'information, il y a une évaluation habituellement, il y a une évaluation formelle du cours. J'ai vérifié, puis je pense qu'il n'y a pas d'évaluation formelle du cours. Habituellement, j'ai néanmoins intégré l'hyperlien sur l'ENA. Quand vous allez regarder votre feuille de route, je vous demande d'évaluer le cours. Puis l'hyperlien que j'ai intégré là, ça pointe vers un document. Je ne pense pas qu'il y a d'évaluation formelle du cours. Cliquez quand même, là, allez voir, juste pour être sûr. Puis s'il n'y a pas d'évaluation formelle, ben c'est pas grave. Là, pour vous, ça vous sauvera ça. C'est pas si long que ça, mais j'aime bien ça, ces évaluations-là. Ça me permet d'améliorer mon cours parce que je le fais, moi. Je sais que c'est pas tout le monde qui le font, là, mais moi, j'aime bien regarder ce que les étudiants disent du cours, puis souvent, je le fais lire un peu à un collègue là, pour qu'il fasse le tri un petit peu là, des commentaires qui sont constructifs, puis dont je peux m'inspirer pour améliorer le cours. Mais s'il n'y a pas d'évaluation formelle, ben, transmettez-moi. Si vous avez des commentaires, transmettez-moi ça par courriel. D'ici la fin du cours, là, ou lorsque vous aurez un peu de temps, j'aimerais savoir qu'est-ce que vous avez pensé du cours, des évaluations, du podcast, du système de badge aussi. J'en ai pas parlé souvent dans le podcast, mais vous avez reçu des badges. Donc, qu'est-ce que vous pensez de tout ça? Qu'est-ce qui fonctionne? Qu'est-ce qui fonctionne moins? Comment l'améliorer? Quoi garder? Donc, écrivez-moi. Puis, j'apprécie toujours ce genre de rétroaction. Et dernier point, c'est important. Il y a un examen qui s'en vient. Oh, ça arrive vite, hein? Ouais, c'est la semaine prochaine. En fait, ça dépend c'est quand que vous allez écouter le podcast, là, mais disons, l'examen, pour vous, il est prévu le 15 juillet, de 18h30 à 20h30. Il y a même le local déjà qui est indiqué, là, c'est le Pouliot 11-12, là, mais tout ça est inscrit sur l'ENA du cours. Le Pouliot 11-12, je pense que c'est le grand amphithéâtre. Ça doit être ça. Vous avez déjà assisté. Si vous êtes déjà allé, vous vous souvenez, c'est quel local, le très grand amphithéâtre. Là, à 185, là, ça prend de la place pour tout le monde en classe. Puis l'examen, les instructions sont plutôt simples. Là. C'est un examen classique en classe. On s'assoit, on prend un crayon, puis on essaie de faire ce qu'on peut pour répondre à tout ça. Il n'y a pas de consultation de notes, il n'y a pas de consultation de voisins, il n'y a pas de consultation de ChatGPT, juste vous et votre cerveau. Donc, c'est le moment d'intensifier vos études. Pour votre étude, c'est le même conseil. Je l'ai dit, je l'ai répété tout au long de la session. Regardez les objectifs de chaque module. Puis dites-vous, est-ce que j'ai atteint cet objectif? Quel genre de questions le prof me poserait s'il y avait à évaluer si j'ai atteint cet objectif? Puis, vous ne vous tromperez pas, là, ça va être une genre de question qui ressemble à celle que vous imaginez. Il n'y a pas de surprise. Je fais ce que je dis ce que je fais, puis ce sera ça votre examen. Évidemment, c'est toujours intense un examen. Là, ça va durer 120 minutes, puis en fait, il est estimé à 90 minutes, mais ça va durer 120 minutes maximum. C'est ça qui sera chronométré. Mais ça va bien aller parce que vous êtes bien préparé, parce que vous n'avez jamais arrêté, parce que vous avez écouté ces podcasts, parce que vous avez gardé le rythme. Puis l'étude devrait,
notamment à cause de ça, être facilité. Ça devrait déjà être inscrit, le contenu à quelque part dans votre tête. Du moins, c'est ce que je vais évaluer lors de cet examen final. Ah oui, je ne serai pas là à l'examen final. J'aurais aimé vous saluer de vive voix en classe. J'aime au moins croiser le regard de mes étudiants une fois par année, par session. Mais là, je ne vous verrai pas. Je m'en excuse à l'avance. Je serai à l'extérieur du Québec. Vous allez me manquer, mais là où je serai, je vais avoir assurément une pensée pour vous. OK, cette semaine, c'est le module 12. C'est notre dernier module. Puis, dans ce dernier module, ce que je vous propose, c'est une critique en règle, je dirais, du système professionnel. On a exploré le système professionnel pendant la session, là. On va voir en classe, dans l'enregistrement de cours, vous irez voir ça. Là, on fait une recension des principales critiques positives et négatives du système professionnel. On va essayer de le défendre ensemble. On va essayer d'identifier les failles de ce système. Essayer de répondre enfin à la question à quoi ça sert? À quoi ça sert tout ça, là? Un système professionnel, un ordre, on paye des cotisations. Puis à quoi ça sert tout ça? Vous en avez déjà eu un bel aperçu pendant le cours, puis le module 12, ça résume un peu tout ça. C'est ce qui vous attend dans cet ultime et dernier épisode et dernier module de ce cours. Parce qu'à la fin d'un cours qui s'appelle Éthique et professionnalisme, on devrait déjà savoir un peu mieux c'est quoi un professionnel, c'est quoi le système professionnel, à quoi ça sert. Non, ce n'est pas un syndicat, un ordre professionnel. Ça, déjà, ça devrait être clarifié, là. Les ordres professionnels ne sont pas là pour protéger les intérêts des travailleurs et négocier avec l'employeur des conditions de travail. Ça, c'est le rôle d'un syndicat. Un ordre professionnel, c'est là pourquoi? Entre autres, pour protéger le public. Si c'est évident pour vous, on a déjà fait un pas dans la bonne direction. Si je vous surprends avec cette réponse, on a un problème. OK? Donc, voilà, protéger le public, mais encore, il y a encore plus. Système professionnel, il y a des forces indéniables. C'est du moins comme ça que j'ai tenté de le vendre tout au long de la session, là, montrer le système professionnel dans ce qu'il a de plus fort, mais aussi vous aider à identifier les failles dans le système, les limites du système, parce que, vous le savez, vous l'avez constaté, un système professionnel, un code de déontologie, ça ne règle pas tout. Depuis les années 70, on a un code. Est-ce que ça a réglé tous les problèmes? Je ne pense pas. Il y a des problèmes structurels qui sont là. Dans le cours, dans l'enregistrement de cours, vous irez voir, j'ai identifié des failles, donc des points de faiblesse, je dirais, dans le système professionnel. Puis c'est pas parce que ça coûte trop cher, là, les cotisations. Il y en a plusieurs que si je leur demande nommez-moi une faille, là, si je vous le demandais, il y en a qui diraient ça coûte trop cher. Puis ça sert à rien parce que ça coûte trop cher et ça sert à rien. Mais non, ça sert à quelque chose. Il y a plusieurs forces du système professionnel, on y arrivera plus tard. Mais il y a aussi des failles, des fragilités dans le système. Écoutez, c'est un système humain, pensé par des humains, géré par des humains, pour encadrer des humains. Gageons qu'il va y avoir des failles. Il va toujours y avoir des failles humaines dans un système qui ressemble à celui-là. Pour identifier les failles, je me suis servi d'un texte qui est celui de Mark S. Frankel. Le texte s'appelle Professional Codes, Why, How and With What Impact. Que je traduirais par le code professionnel, à quoi ça sert, comment ça sert, puis à quelle cause et pourquoi et le reste. Traduction très libre, on en convient. Mais dans ce texte, Frankel identifie des failles et des forces que je résumerai pour vous dans ce podcast. Commençons par les failles du système professionnel identifiées par Frankel. La première faille, le système professionnel, c'est ce que Frankel nous raconte,
Le système professionnel, il est difficile à changer. Hein? Il est parfois lourd et figé. Je le nommerais, cette première faille, on va la nommer conservatisme. Hein? C'est là, il y a une structure qui cherche à se conserver, à se protéger, à résister au changement. Si on regarde la loi sur les ingénieurs, là, si on prend cette profession-là, la loi sur les ingénieurs, elle vient tout juste d'être modifiée après 30 ans de propositions de refonte et de tablettage et de changement de gouvernement. C'est long, ça résiste au changement. D'ailleurs, dans la dernière refonte, il y a eu des modifications qui ont été refusées. Là. Tout le volet d'intégration de la fonction informatique, là. Il y en a plusieurs qui se dirigent en informatique. Dans le projet de loi, le premier projet de loi, il y avait l'idée d'intégrer les informaticiens, génie logiciel, tout ça dans la structure même de l'ingénieur, dans la loi sur les ingénieurs. Ça n'a pas été fait. Donc, informatique, là, ça reste encore dans un drôle de lieu en ce moment. Il n'y a pas d'ordre professionnel en tant que tel qui encadre cette fonction particulière. Il y a des passages dans la loi là, qui semblent inclure, notamment lorsque vous participez à la mise en place d'un système, créer un système informatique. Mais encore une fois, là, ça reste à définir, c'est pas encore suffisamment explicite. Puis cette profession-là à venir, qui serait celle d'informaticien, elle reste à venir. Donc, ce que je vous disais, c'est la première faille, c'est ça change pas vite, ce système professionnel. C'est lent, c'est structurellement lourd, il y a une force d'inertie qui est là. Mais en même temps, c'est très stable. On y reviendra plus tard parce que c'est aussi une force. Donc, il y a un avantage là, à cette force stabilisatrice, là. Il y en a des avantages, mais pour l'instant, retenons que le système, il est conservateur, il est compliqué et lourd, il résiste au changement. Puis ça, c'est toujours un peu irritant pour celles et ceux qui voudraient le changer, le système, l'améliorer, le bonifier, l'actualiser. C'est un peu frustrant, ça fait partie des failles, mais en même temps, on verra un peu plus tard que ça fait partie aussi de ses forces. Le même trait de caractère peut aussi être une force et une faille. La deuxième faille mentionnée par Frankel, c'est l'intellectualisme. C'est le fait que le système professionnel, curieusement, c'est un système qui intéresse davantage des personnes comme moi que des personnes comme vous. C'est ça que ça fait. Là. C'est devenu un système qui est assez normatif, assez juridique. Puis, ça fait que les principaux intéressés, là, c'est vous, hein, et c'est toi, qui fera bientôt partie d'un ordre professionnel. L'ordre en tant que tel, ça t'intéresse peu. Les lois, le code en tant que tel, ça t'intéresse peu. Ça intéresse des profs et des juristes, mais des profs comme moi ou des juristes, mais des personnes comme toi, ça intéresse peu. Le résultat de tout ça, c'est que, vous le sentez, là. Hein, les ingénieurs ne se sentent pas nécessairement interpellés, je dirais, par les enjeux pratiques et intellectuels du système qu'est le système professionnel. Évidemment, moi et mes amis juristes, on lit, on essaie de comprendre, on s'intéresse aux collègues qui essaient d'analyser, transformer le système. Je pense à mon collègue Luc Bégin qui a récemment pris sa retraite ici. Mais vous, ça ne vous intéresse pas. Et ça, c'est plus que dommage. Ça fait partie du problème. Ça fait partie des failles. On a un système qui est destiné à des personnes pour lesquelles qui ne s'intéressent pas vraiment au système professionnel en tant que tel. Évidemment, il y a des raisons historiques qu'on a expliquées pendant ce cours qui expliquent pourquoi vous êtes progressivement désengagé, pourquoi vous manquez tranquillement d'intérêt à l'endroit de votre système professionnel. Mais ça fait partie des failles de ce système-là. On a un système, c'est le système professionnel. C'est curieux, mais ce système-là n'intéresse pas les principaux concernés, puis ça intéresse
les intellectuels, les gestionnaires des ordres professionnels, des fonctionnaires, mais les professionnels ciblés, là, comme toi, ben eux, ça les intéresse pas. Donc, c'est la deuxième critique et faille du système professionnel, intellectualisme. C'est comme ça que je la nommerai. La troisième critique, c'est l'idée de corporatisme. Du moins, c'est comme ça que je la nomme. Le corporatisme, c'est l'idée que, en fait, c'est la pensée de groupe à l'œuvre. Là. On a vu la pensée de groupe ensemble. Là. C'est le fait que le groupe, que sont le regroupement des professionnels, ben, eux, ils sont solidaires. Eux, ils se défendent entre eux, mais il faut faire attention parce qu'il peut y avoir des effets pervers à tout ça. Là. C'est-à-dire qu'au sein des ordres professionnels et des regroupements de professionnels, il peut y avoir une certaine forme de tendance à développer des problèmes typiques là, à la pensée de groupe là, qu'on a vu en classe. Maintenant, vous connaissez bien là, ces symptômes-là. Là. Isolement, le système professionnel fait en sorte que les professionnels s'isolent. Accroissement des barrières. Des fois, le système professionnel se sent à l'écart et met des barrières entre lui et le public qu'il est censé protéger. Complaisance, manque d'apport externe. Souvent, on a des ordres professionnels qui sont contrôlés, gérés. Le financement interne, tout ça, c'est par des professionnels en tant que tels. Puis les apports externes sont plus rares. Pensez à n'importe quel symptôme de la pensée de groupe, là, ça peut être là, comme dans n'importe quel groupe. Un groupe qui tranquillement s'isole, c'est possible. Dans l'histoire du professionnalisme, c'est déjà arrivé. Pensez à ce qui est arrivé avec l'Ordre des ingénieurs pendant la commission Charbonneau, là, des professionnels et un ordre professionnel qui défendent des professionnels, peu importe ce qu'ils font. Rappelons-le, là, un ordre professionnel, c'est là pour défendre le public ou défendre les professionnels qui, eux, défendent le public. Et non pas défendre des professionnels qui ne sont que des professionnels et qui ont cessé de défendre le public. Vous voyez là, vous entendez bien la nuance, j'en suis convaincu. Quatrième faille, je l'ai nommée policiarisation. On pourrait dire judiciarisation. Ici, c'est l'idée que on a un beau système professionnel, mais écoutez, le système, il est parfois réduit à son rôle de police. Il fait la police, il vous surveille, il vous sanctionne, il enquête. Puis ça, on va se le confier, là, ça aide pas vraiment à créer un sentiment d'identité envers un ordre professionnel. Puis le risque, c'est ça, là, c'est la perte d'identité, le manque d'engagement. Il y a les membres ont souvent l'impression que leur ordre professionnel, c'est juste une entité qui est là pour les sanctionner, pour les surveiller. Puis il y a un gros sentiment d'opposition même pour plusieurs par rapport à leur ordre professionnel. Puis ça, c'est lié au fait que, notamment dans certains ordres, il manque de ressources, il manque de fonds, il manque de temps. Puis tout à coup, ils vont se réduire à leur plus simple fonction qui est d'assurer la protection du public et de surveiller les membres qui pourraient s'éloigner de cette principale fonction puis de sanctionner au besoin. Mais un ordre, ça peut être bien plus que ça. Nous y arriverons bientôt. Mais nous sommes pour l'instant à la quatrième faille, policiarisation. C'est l'idée que votre ordre est parfois réduit à son rôle de police. Cinquième faille et critique, je l'ai nommé, dans l'enregistrement de cours, vous irez voir là, le titre, je l'ai appelé « La perte d'autonomie ». C'est ce qu'on a vu aussi dans le cours tout au long de l'histoire. Pensez notamment au module 5 où je vous ai raconté l'histoire de la profession. On a vu le cumul des erreurs, des errances de certains membres du groupe au cours des 50 dernières années. Pensez à la commission Malouf, la commission Johnson, la commission Charbonneau, évidemment, j'en ai, je pense, suffisamment parlé. À toutes les fois qu'il y a ce genre de crise, à chaque fois, vous l'avez vu, on ajoute des contraintes, on ajoute des normes, on durcit l'encadrement, on accroît le contrôle, puis à chaque fois, ça fait perdre de l'autonomie
Parce que, rappelons-le, le professionnel, c'était un être libre, un acteur, un agent libre. Et plus l'histoire avance, et moins il se sent libre. Il est contrôlé par des lois, des normes, des règles. Puis souvent, son rôle est réduit à suivre ces lois et ces règles. Puis lorsqu'on le fait, on perd de l'autonomie. Or, rappelons-le, pour qu'un véritable jugement professionnel puisse s'exercer, ça prend un espace de liberté. S'il n'y a pas d'espace de liberté, s'il n'y a pas de zone d'incertitude, il n'y a pas d'exercice du jugement. Le système, il est pris un petit peu avec cette tension-là. Là. On souhaite que vous soyez libre et en même temps, on vous impose des contraintes et on vous dit, suivez à la lettre ces contraintes, ces règles, ces lois. Et si vous ne faites que suivre ces règles, ces lois, ces normes, vous avez perdu votre liberté et donc vous avez perdu l'exercice de votre jugement qui, lui, rappelons-le, serait central à l'exercice de la profession. Mais pour l'instant, gardons en tête cette 5e critique, perte d'autonomie. Le système professionnel, à force d'ajouter des lois, des normes, des règles, peut mener à une certaine forme de perte de liberté, sinon d'autonomie. 5 belles failles si jamais au prochain souper, vous rencontrez des amis, puis un ami qui vous dit le système professionnel, une chose qu'on a ça, c'est parfait le système professionnel, tout le monde, ça nous prend chacun un code de déontologie, vous aurez quelques critiques à lui rappeler. Il y en a 5. Écoute, mon petit ami, oublie pas que le système professionnel, là, vous allez retenir conservatisme, intellectualisme, corporatisme, policiarisation, puis perte d'autonomie, puis là, vous lui racontez tout ça. Le système, il n'est pas parfait. Il y en a d'autres. Le système professionnel en classe, on a vu l'effritement de l'identité professionnelle. C'est un système qui s'appuie sur l'identité professionnelle, mais on a vu que cette identité-là, elle tend à s'effriter. Vous avez tendance à remplacer votre identité professionnelle par l'identité corporative ou l'identité de votre employeur, fondre votre identité personnelle sur l'identité corporative. Ça aussi, on a vu ça. L'effritement de la responsabilité individuelle. On a tendance à fragmenter l'imputabilité. C'est un système qu'on souhaite avec des acteurs qui seraient responsables, imputables, qui sont prêts à prendre le blâme et le mérite. Mais concrètement, ce qu'on voit, c'est qu'il y en a plusieurs qui sont prêts à prendre le mérite, à assumer le mérite, mais qui prennent difficilement le blâme. Ce sera mon résumé de ces 5 failles. Donc, c'est un système, le système professionnel, un système humain, créé par des humains, donc des acteurs faillibles, et un système qui est à son image, avec quelques failles et problèmes que vous devrez éventuellement résoudre. OK, les failles, les critiques. Passons maintenant du côté clair de la force. Impressive. La force. C'est quoi les forces? C'est quoi les forces du système professionnel? C'est quoi les principales? Vous l'avez suivi le cours, là? Si on vous demandait à quoi ça sert un système professionnel, c'est quoi les principales raisons pour justifier l'existence d'un système professionnel? Si quelqu'un autour de vous vous disait ça sert à rien, le même souper, là. Vous arrivez, puis il y a quelqu'un qui vous dit ça sert à rien, ça coûte trop cher, les cotisations, blablabla. Attendez. Allez-vous lui répondre? J'ai plein d'arguments. En fait, j'en ai 8. C'est les 8 que je vais vous donner à l'instant. 8 arguments pour défendre votre système professionnel. J'imagine que vous avez déjà des arguments. Là, après 12 cours en classe, j'imagine que vous êtes quand même, par vous-même, capable de défendre le système professionnel. Mais si jamais vous manquiez d'idées, voilà 8 arguments pour défendre votre système professionnel. Première force, je l'ai nommée ancrage moral. Ce que je veux dire ici, c'est que votre système, le système professionnel, ça vous donne un guide moral commun. Ça ne donne pas seulement des règles, des normes, ça vous donne des directions claires,
des idéaux, des valeurs communes, et éventuellement, ça donne un sens commun. Hein? Ça, ce n'est pas rien. Dans notre monde, là, où que chacun a ses valeurs, chacun a son propre système de valeurs, dans une société où la radicalisation des systèmes de valeurs, c'est une belle façon de vivre, là. Ben là, on a un système qui, au contraire, exige que vous soyez tous et toutes alignés sur quelques valeurs. Ça vous donne des idéaux et ça donne un sens commun. Et j'ai nommé cette première force ancrage moral. Deuxième force, écoutez, si vous essayez de défendre le système professionnel, rappelez à celles et ceux qui douteraient de la pertinence du système que un système comme ça donne une certaine forme de contrôle au public. Hein, ça permet de dire au public, non seulement on vous protège, on vous fait la promesse de vous protéger, mais si vous avez des plaintes et critiques à l'endroit d'un professionnel en exercice, vous pouvez vous plaindre à l'ordre. Et si votre plainte est justifiée, l'ordre pourrait sanctionner ce professionnel. Ça, c'est pas rien. Le public, pour avoir confiance en ces professionnels, ça sert à sa confiance. Savoir que les professionnels sont là, savoir qu'il y a une entité qui peut répondre si jamais on a des plaintes à adresser à l'endroit de certains professionnels. Parce que faut bien le voir, les attentes du public sont immenses, là. Écoutez, on vous demande de construire un pont. Si ça se passe mal, il faut être capable d'appeler quelqu'un. Si on vous donne des millions pour créer un système de paye informatique, pour créer un hôpital, si ça se passe mal, on veut se plaindre, on veut que ça se règle, on veut que les professionnels soient sanctionnés s'ils sont imputables de quelconque faute. Et ça, c'est une deuxième force du système professionnel. Ça donne un peu de pouvoir de contrôle au public, à ce destinataire que vous devez protéger. Troisième force, le système professionnel, il sert à quoi? Il sert à créer un lien social entre pairs. Hein, c'est peut-être les réseaux sociaux avant l'heure. Hein, c'est ça, déjà un ordre professionnel. Avant les réseaux sociaux, ben, il y avait un ordre professionnel qui était là pour tisser des liens entre les professionnels, partager leurs problèmes, partager des ressources, les accompagner, les aider, leur être solidaires si parfois ils ont des conflits avec leur employeur, leur donner des ressources pour résoudre ce genre de problèmes-là. Donc, un système professionnel, c'est ça sert à socialiser les pairs, du moins c'est comme ça que je l'ai nommé, socialisation des pairs. C'est l'idée qu'un système professionnel, c'est là, ça vous permet de tisser des liens avec vos semblables, votre communauté, puis ça permet à votre communauté d'exister, de changer et de grandir. Quatrième force du système professionnel, je l'ai nommé préservation des valeurs de la communauté de pairs. C'est un système, ça sert aussi à ça, à préserver les valeurs de votre communauté de semblables étendus. Le lien avec ça, j'en parlais un peu plus tôt, là, je vous disais qu'écoutez, le système professionnel, ça fait partie de ses failles, c'est lourd, c'est conservateur, ça ne change pas. Puis ça, c'est difficile à faire changer, c'est vrai. Mais cette lourdeur, cette force stabilisatrice, là, ça a une fonction. Hein. Ça protège certaines valeurs contre une intervention qui pourrait être indue là, des différentes formes d'autorité. Vous savez, si le système politique en place change, si les autorités politiques, sociales, religieuses, morales se mettent à prendre trop de pouvoir, puis essaient de transformer tout, mais tout ce qui est consigné dans les lois, dans les règles, dans des codes, dans des chartes, dans une constitution, ça donne une stabilité, puis ça résiste à celles et ceux qui, pour une raison ou une autre, écoutez, le système a changé, le système politique a changé, on a un nouveau président, il veut tout changer,
Attendez, il y a une constitution, il y a des chartes, il y a des lois. Puis ça donne une certaine force stabilisatrice au système. C'est vrai aussi pour le système professionnel. Le système professionnel s'appuie sur un code, le code des professions. Puis ça lui donne une certaine forme de stabilité. C'est frustrant là, quand on veut le changer, mais en même temps, c'est rassurant de savoir que la société peut changer, peut errer, peut aller à gauche, à droite, au sens politique de la gauche et de la droite, là, mais le code en tant que tel, lui, il est là, fixé dans le temps, comme une sorte de promesse faite à celles et ceux qui, par leur sagesse, ont jugé bon de consigner ces lois, ces règles dans des textes qui sont justement, par définition, difficiles à changer, à faire évoluer, qui sont plutôt stables. Quatrième force, donc, c'était préservation des valeurs et idéaux de la communauté de pairs. Cinquième force, le système professionnel sert à plusieurs choses, mais il sert aussi à révéler des manquements et sanctionner les manquements. Ça sert à ça. Vous savez, là, pour sanctionner une personne, pour sanctionner un professionnel, puis lui dire tu vas payer une amende, tu vas arrêter d'exercer ta profession, je te retire ton droit d'exercer, je te retire à vie le droit d'exercer ta profession. Ce genre de sanction-là, ça prend un système, on s'entend que ça prend un système juridique solide, là. C'est pas n'importe qui peut dire à un professionnel en exercice, tu sais quoi, cher ingénieur, tu n'es plus ingénieur. Ou tu vas nous donner plusieurs milliers de dollars parce que tu as fait te violer telle norme, telle règle, tel article de ton code de déontologie. Ça prend une force, puis cette force-là, elle est là, elle est instituée, elle fait partie du système qu'on appelle le système professionnel. Si vous faites une faute, si vous faites perdre un contrat à un client là, parce que vous étiez en conflit d'intérêts, puis vous avez accepté des petits cadeaux, puis vous avez décidé de privilégier les intérêts de votre employeur ou vos intérêts personnels au détriment des valeurs de votre profession, puis vous commettez une faute, il y a une sanction. Donc, il y a une sanction qui est prévue. L'intérêt du public, c'est privilégié, puis c'est pas juste un vœu pieux, là. Faudrait protéger le public. Non. Pas juste protéger le public. C'est un souhait, là. C'est une obligation. Et si tu ne protèges pas le public, si tu t'en écartes, il y a des sanctions qui sont prévues. Puis ça, le système, c'est sa force. C'est une de ses forces. C'est sa cinquième force. Ça permet non seulement de révéler des manquements, mais de sanctionner ces manquements. Sixième force, on avance. Il en reste 6, 7, 8, il en reste 3. Le système professionnel accroît la solidarité et le soutien des pairs. Ben oui, c'est un système professionnel où vous êtes plusieurs. Écoutez, si vous faites partie de l'Ordre des ingénieurs, si vous allez bientôt faire partie pour plusieurs de l'Ordre des ingénieurs du Québec, c'est presque 65 000 membres. Théoriquement, c'est 65 000 personnes comme vous, qui pensent comme vous, qui sont derrière vous. Si vous décidez, comme Karen Duhamel, de vous opposer à votre employeur, vous devriez avoir en tête 65 000 personnes qui vous disent que c'est la bonne chose à faire. 65 000 personnes qui vous disent « C'est ça que tu dois faire, fais-le, on est là pour protéger le public, on va te défendre. » Solidarité et soutien des pairs. C'est nécessaire. C'est nécessaire parce que vous allez être dans des chaises où c'est difficile de parfois poser le bon geste moralement juste et bienveillant. Parfois, j'en ai déjà mentionné, là, sacrifier des fois sa propre personne, ses propres intérêts personnels au profit de la santé, de la sécurité du public, de la paix sociale. Ça va être difficile. Ça va être difficile. Mais vous n'êtes pas seul. Imaginez si vous étiez seul. Imaginez si Karen Duhamel s'était tournée vers son ordre professionnel, puis son ordre professionnel ne lui avait pas donné le soutien et l'aide méritée. À moins que son ordre professionnel ne lui ait pas donné de soutien. Vous rappelez-vous de l'histoire
de Karen Duhamel? Est-ce que son ordre professionnel lui a donné du soutien? Est-ce qu'il aurait dû lui donner du soutien? Est-ce que c'est pas exactement là la fonction du système professionnel qui est de accroître la solidarité et le soutien des pairs? Septième force du système professionnel, je l'ai nommé résolution des conflits entre pairs parce que ça fait aussi partie de ses forces. Un système professionnel, si c'est l'Ordre des ingénieurs, c'est 65 000 membres. Ça ne veut pas dire que vous êtes tous... On aimerait que vous soyez tous pareils. On aimerait que vous pensiez tous de la même façon, peut-être, mais c'est pas le cas. Donc, il y aura des interprétations différentes. Il y en a qui vont interpréter certains articles du code différemment. Puis, à la fin, ça prend une instance pour trancher. Si jamais vous avez l'impression que tel type de pratique, c'est un conflit d'intérêts, on va voir l'ordre professionnel, puis on lui dit, avant de partir, voir enquête, puis de dénoncer, puis d'appeler la police, là, on peut déjà se retourner vers l'ordre, puis en disant, j'ai un collègue qui a ce genre de comportement. Qu'est-ce qu'on en pense? Où est le consensus dans mon ordre professionnel? Puis, si je pense différemment de mon collègue, comment on peut résoudre cette tension entre collègues? Voilà, c'est la septième force. Des conflits entre pairs, ça se peut. Et un ordre professionnel devrait être là pour résoudre ce genre de conflit. Et enfin, huitième et dernière force du système professionnel. Le système professionnel, s'il fonctionne bien, si les forces se déploient bien, bout à bout, le système devrait contribuer au maintien de la confiance du public et de la réputation de la profession à protéger ce public. Les forces que je vous ai précédemment mentionnées, elles sont cumulatives. Si on réussit à les mettre bout à bout, éventuellement, on aura un système avec des membres qui ont un comportement qui est généralement en concordance avec les règles et valeurs promues par leur code et le système professionnel. Puis cette confiance du public, elle est nécessaire. Imaginez un monde dans lequel le public perdrait la confiance envers ses professionnels en sciences et génie. Imaginez à quoi ça pourrait ressembler si on doit douter, mais si on doutait de l'intégrité même de celles et ceux qui sont supposés défendre la science, le génie et la protection du public. Eh bien, le système professionnel, c'est sa huitième force. Il est là pour accroître la confiance du public et maintenir ultimement la réputation de la profession. Voilà, huit bonnes raisons pour défendre votre système professionnel. Prochain souper, s'il y a un tenant qui vous dit « ça sert à rien, le système professionnel, les codes, ça sert à rien, ça coûte trop cher de cotisation », là, vous aurez 8 raisons. Êtes-vous capable d'en nommer 8? 7? 6? 5? 2? Juste une? Il faudrait étudier un peu. OK, dernier mot pour conclure cette série de podcasts. Donc, fermez vos distractions, là, je veux te parler. OK, ferme tout, là. Appuie sur pause, là. J'ai quelques mots à te dire, juste toi et moi. Tu l'as vu au cours de la session, ce cours, c'est pas juste un cours que j'enseigne, là, les thèmes sont importants pour moi. Je pense que j'essaie de bien les vendre, ces thèmes-là, parce qu'ils me sont chers. Lorsque j'ai commencé ma carrière d'enseignant, de prof, je voulais enseigner sur des thèmes qui sont importants, qui sont signifiants, qui sont essentiels dans notre société. J'enseigne sur la conduite responsable en recherche, j'enseigne en philosophie sur le professionnalisme dans l'exercice de la profession en sciences et génie. Tu as bien vu ça, tu l'as bien compris. Ce qui m'intéresse, mon objectif ultime, c'est la qualité, je dirais, ou l'intégrité des acteurs et actrices de la science et du génie.
Je le disais un peu plus tôt, imaginez ce monde dans lequel on vit. Imaginez si on perdait la confiance qu'on a envers les acteurs de la science et du génie, envers nos chercheurs, nos chimistes. C'est pas pour rien, là. Ils ont des ordres professionnels. Imaginez si on perdait confiance envers nos chimistes, nos informaticiens, nos microbiologistes, nos programmeurs, nos ingénieurs, nos arpenteurs, géomètres, nos agronomes, nos médecins, nos virologues, qui d'autres? Nos épidémiologistes, j'en oublie sûrement. Là. Imaginez si le lien de confiance se brisait. Imaginez si ça cessait tout ça. Vous êtes le dernier rempart. Vous serez toujours le dernier rempart. Hein? Vous défendez la science et le génie, mais contre quoi? Ben, contre le mensonge, contre l'ignorance, contre la bêtise. Hein? Vous êtes les gardiens de la science, vous êtes les serviteurs de la science, du bien commun, du génie, de la sécurité, de la santé publique, de la paix sociale, de la protection du public. C'est là, ça fait partie de vos idéaux. Je sais que vous pensez que votre science, c'est amoral, c'est neutre, mais vous le voyez bien là, qu'il y a des valeurs au cœur de la science que vous exercez. Le bien commun, la sécurité, la santé du public, la paix sociale, la protection du public, c'est là. Je sais que le cours n'a pas toujours fait un portrait très élogieux ou très glorieux de votre profession. Là. Je vous ai donné plusieurs exemples. Vous avez sûrement vu les extraits là, pendant les enregistrements de cours. Parfois, c'est pas beau. On regarde les failles peut-être, mais les erreurs, les errances de certains professionnels, le portrait parfois très sombre de l'homme dans ce qu'il a parfois de plus faillible et fragile, c'est sûr. Je sais que c'est parfois choquant, le portrait que j'ai fait de ces professionnels, mais en même temps, c'est choquant aussi de voir un professionnel qui se perd en chemin. Faut le voir, faut avoir la lucidité de reconnaître que ça existe, un professionnel qui se perd en chemin. Ça existe, un viaduc qui s'effondre par négligence. Ça existe, des firmes de génie qui collusionnent, des ingénieurs qui volent le trésor public, des professionnels qui abandonnent leur rôle, qui servent de leur rôle pour servir leurs propres intérêts personnels, qui fraudent, qui compromettent la sécurité publique. Je sais que c'est choquant, mais ça existe. Hein? C'est un portrait peut-être moins idéalisé, mais c'est un portrait humain que je voulais vous faire de votre profession. Parce qu'en même temps, ce côté sombre, lorsqu'on le voit, ce côté sombre, lorsqu'on reconnaît son existence, ça révèle son contraire. Hein, le côté peut-être plus lumineux de tout ça. Là. Le côté clair de la force, la noblesse et la hauteur des ambitions et des idéaux de ces pauvres humains que nous sommes, faillibles. Puis les idéaux qui sont les vôtres sont beaux, sont riches. Vous êtes presque rendus, là, presque là pour servir ces nobles et hautes ambitions. Je parle de qu'est-ce que vous allez faire? Construire un monde meilleur, maîtriser la nature, maîtriser la matière, maîtriser l'énergie. Quoi d'autre? Explorer l'espace, explorer le monde, explorer l'infiniment petit, l'infiniment grand. Redéfinir l'homme, le vivant. Quoi d'autre? Il faut voir, là, c'est quand même des objectifs assez élevés, des idéaux assez élevés. Défendre la rigueur, défendre la raison, défendre la pensée, chercher la vérité, démasquer ce qui a l'apparence de vérité. Ce sont vos idéaux. Évidemment, avec de telles ambitions, lorsqu'on se perd en chemin, lorsqu'on tombe, on tombe de haut. mais il faut au moins avoir le courage, je dirais, de tenter tout cela. Hein, tenter d'atteindre ces idéaux. Ça donne sens. Connaître ces idéaux, tenter
de les atteindre. Et ça, ben, vous en avez le pouvoir. Évidemment, il y en a peut-être qui vont se tromper, qui vont se perdre peut-être un peu en route, mais vous avez le pouvoir de continuer de tenter d'atteindre ces idéaux. C'est un pouvoir, peut-être pas un super pouvoir, mais un pouvoir ordinaire et humain. Ce sera le vôtre, et un pouvoir qui engendre de grandes responsabilités. Chers étudiants, chères étudiantes, soyez ces héros et héroïnes ordinaires. Exercez votre pouvoir au quotidien, dans l'ombre peut-être. La responsabilité vous incombe. Vous servir de ce pouvoir, pas seulement pour défendre les valeurs et idéaux du système professionnel, mais pour défendre vos propres valeurs et idéaux. Voilà, c'est tout, c'est terminé. On ne se reverra plus. Malheureusement, je le disais un peu plus tôt, je vais être à l'extérieur du Québec lors de votre examen final. Je ne pourrai pas vous rencontrer, mais je serai toujours là. Je suis sur le campus. Certains savent où j'habite. Je suis dans l'une des 2 tours en plein centre du campus. Vous serez toujours tous et toutes les bienvenus à mon bureau. Excellent été. Reposez-vous bien. Bon examen de fin de session. Bonnes vacances. C'est tellement mérité. Allez, bye bye. Ah oui, c'est vrai, j'allais oublier le dernier indice. Mais le dernier indice, faites juste m'écrire un petit courriel, puis dites juste salut, au revoir, puis je comprendrai que vous avez écouté le podcast jusqu'à la fin. Bye bye!